On nous avait vendu l'idée que l'Afrique allait gentiment livrer ses coffres d'or, près de 300 millions de dollars. Emballés dans un contrat, on nous avait vendu l'idée que l'Afrique allait gentiment livrer ses coffres d'or, près de 300 millions de dollars. Emballés dans un contrat du FMI assorti d'une arnaque de monnaie numérique bénie par Trump. Mais Ibrahim Traoré, lui, n'a pas tremblé une seconde. Il a dynamité l'accord qualifié de coup économique et retourné l'arme contre ceux qui l'avaient forgé pour maintenir le continent sous tutelle. Alors qu'est-ce qui se joue vraiment derrière ce bras de fer? L'annonce est tombée comme la foudre sans aucun avertissement. À Ouagadougou, face aux caméras, Traoré a lancé sans détour le Burkina Faso ne livrera pas son or au FMI, peu importe les promesses enjolivées d'un effacement de dette. Une seule phrase a suffi pour balayer des mois de manigances discrètes, menées par Washington lobbyistes hauts fonctionnaires du fonds ex-présidents américains et bailleurs liés à Trump. Ce n'était pas un simple refus administratif, c'était une gifle directe à un système vieux de plusieurs décennies. Pendant des années, ces accords soi-disant sauvetage avaient été rédigés en coulisses, transformant chaque clause en chaînes invisibles. Mais cette fois-ci, les petites lignes ont été exposées en plein jour et Traoré les a fracassées avant même que l'encre ne sèche. Le FMI présentait son offre comme une planche de salut, stabiliser l'économie, attirer les investisseurs, débloquer du crédit international. En réalité, les puissances occidentales espéraient une poignée de main docile. À la place, elles ont reçu un point fermé. Plutôt que de se soumettre, Traoré a retourné l'accusation. Selon lui, ce n'était pas un simple accord, mais un véritable coup d'État économique. Pas de tanks, pas de soldats, seulement des papiers signés qui auraient englouti la bouée de sauvetage du Burkina Faso, près de 300 millions de dollars d'or national. À Washington, la colère a éclaté immédiatement. Des voix anonymes du FMI ont fait fuiter leur exaspération dans la presse, clamant que Traoré mettait en péril la stabilité de son propre pays. À Paris, les commentateurs se sont empressés de prédire l'isolement de tout chef africain assez audacieux pour défier la mécanique bien huilée du système. Mais à Ouagadougou, l'air vibrait d'une toute autre énergie. Les rues se sont remplies de chants de pancartes brandies « Pas notre or, l'Afrique n'est pas à vendre ». Le peuple, sans attendre d'explication, a senti qu'un basculement historique venait de se produire. Et l'effet domino fut encore plus spectaculaire à Bamako. Les autorités maliennes ont salué la décision, la radio nationale, affirmant qu'une ligne claire venait d'être tracée. Au Niger, certains dirigeants ont commencé à évoquer l'idée de revoir leur propre contrat minier. En un éclair, la nouvelle a traversé le Sahel, diffusée par WhatsApp, amplifiée par les radios locales et reprise par les médias panafricains. Ce n'était plus seulement un refus, c'était l'ouverture d'un nouveau front, la première bataille d'une guerre inédite, celle de la souveraineté économique. Le geste avait une portée symbolique immense. Pendant des décennies, les richesses africaines se décidaient dans les salons feutrés de Washington-Paris ou Londres, pendant que les chefs d'État africains n'étaient que des signatures au bas de contrats rédigés ailleurs. Mais Traoré lui a brisé ce théâtre. Pas de négociations pour grappiller de meilleures conditions, pas de réformes. Au compte-gouttes, il a jeté tout le scénario à la corbeille et lancé un message clair non seulement au FMI, mais à tous les dirigeants du continent qui observaient « Vous n'êtes pas obligés de signer ». Dans les capitales occidentales, la panique était palpable. Les experts des chaînes financières américaines ont tenté de balayer l'affaire d'un revers de main, parlant de populisme irresponsable. Pourtant, même eux ont dû admettre le danger. Si un petit pays ose dire non, d'autres suivront. Et si la contagion se propage, c'est toute la mécanique de la dette échangée contre les ressources qui menace de s'écrouler. D'un coup, les 300 millions de dollars paraissaient insignifiants
face aux milliards d'or d'uranium et de pétrole dont dépendent toujours les économies occidentales. Mais pour les Burkinabés, l'enjeu était beaucoup plus concret, la dignité. Les habitants savaient que leur or n'était pas une ligne abstraite dans un tableur du FMI, mais la colonne vertébrale de leurs écoles, de leurs hôpitaux, de leurs usines. Le céder aurait signifié perdre la main sur leur propre avenir. Alors quand Traoré a prononcé son nom, ce n'était pas seulement le refus d'un contrat. C'était une déclaration de principe. La richesse de l'Afrique appartient avant tout aux Africains. Alors qu'est-ce qui se cachait vraiment dans ce fameux paquet du FMI, assez toxique et suffocant, pour que Traoré tire le frein d'urgence avant le crash? Quand il l'a qualifié de coup économique, ce n'était pas une figure de style. Ce plan avait été taillé avec la précision chirurgicale que seule une longue histoire d'exploitation pouvait produire. Sur la couverture, tout paraissait banal. Un accord de réduction de dette habillé d'une monnaie numérique, soi-disant innovante, censée apporter au Burkina Faso stabilité et respectabilité sur les marchés internationaux. Mais derrière ce vernis se cachait une paire de menottes en or massif. Le cœur du piège. Une clause de collatéralisation. Le FMI exigeait que 300 millions de dollars en réserve d'or soient placés en garantie. La moindre difficulté de remboursement, qu'elle vienne d'un choc mondial sur les prix ou du chaos régional, donnait au FMI le droit, en toute légalité, de s'emparer de l'or. Et pas dans l'ombre, mais au grand jour transféré officiellement sous couvert du droit international. Résultat, aucun appel possible, aucun retour en arrière, aucune souveraineté nationale pour s'y opposer. C'était ni plus ni moins qu'une saisie programmée, une expropriation financière prête à se déclencher. Et ce n'était que la première couche du piège, soigneusement empaquetée. Et voilà la partie la plus sournoise. Au cœur du contrat se cachait un mécanisme baptisé le dollar phénix, une prétendue monnaie numérique censée moderniser les économies africaines. Le discours commercial était huilé à la perfection, un jeton basé sur la blockchain, garanti par l'or, présenté comme un rempart contre l'inflation et un aimant à investisseurs. Sauf que ce que personne ne disait clairement, c'est que ce fameux dollar phénix n'aurait jamais été sous contrôle africain. Les rênes auraient appartenu à des banques occidentales et à des think tanks déjà solidement ancrés dans le système. Autrement dit, les réserves d'or du Burkina Faso ne serviraient pas seulement de garantie, elles deviendraient la pierre angulaire d'une monnaie étrangère que le pays n'aurait aucun pouvoir de diriger. En clair, le Burkina Faso aurait été utilisé comme simple pilier pour soutenir une devise conçue ailleurs, tandis que ses propres citoyens auraient été tenus à l'écart des bénéfices. Et le piège allait encore plus loin. Chaque once d'or extraite à l'avenir risquait d'être automatiquement rattachée au dollar phénix, siphonnant la richesse nationale vers l'Occident et ne laissant au pays que des crédits symboliques en retour. Le génie, et en même temps la cruauté de cette machinerie, résidait dans son habillage. Pour un œil non averti, ça ressemblait à un projet de modernisation, une avancée vers l'innovation numérique. Pour des gouvernements africains étranglés par la dette, cela ressemblait à une planche de salut. Mais en réalité, c'était une corde, passée autour de leur cou. À vrai dire, quiconque prenait le temps de décortiquer les petites lignes comprenait immédiatement ce plan n'avait rien à voir avec l'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale. Son but était d'enchaîner les nations africaines à la machine occidentale avec une sophistication que même les vieilles monnaies coloniales n'avaient jamais atteinte. Le dollar phénix, ce n'était pas un simple outil financier, c'était une arme géopolitique déguisée, clouant les ressources africaines à une monnaie numérique contrôlée depuis l'étranger. Résultat, Washington et ses partenaires auraient eu la mainmise totale sur le tempo
du développement africain. Besoin de liquidités. Il faudrait patienter pour... On nous avait vendu l'idée que l'Afrique allait gentiment livrer ses coffres d'or, près de 300 millions de dollars, emballés dans un contrat du FMI assorti d'une arnaque de monnaie numérique bénie par Trump. Mais Ibrahim Traoré, lui, n'a pas tremblé une seconde. Il a dynamité l'accord qualifié de coup économique et retourné l'arme contre ceux qui l'avaient forgé pour maintenir le continent sous tutelle. Alors qu'est-ce qui se joue vraiment derrière ce bras de fer ? L'annonce est tombée comme la foudre sans aucun avertissement. À Ouagadougou, face aux caméras, Traoré a lancé sans détour le Burkina. On nous avait vendu l'idée que l'Afrique allait gentiment livrer ses coffres d'or, près de 300 millions de dollars, emballés dans un contrat du FMI assorti d'une arnaque de monnaie numérique bénie par Trump. Mais Ibrahim Traoré, lui, n'a pas tremblé une seconde. Il a dynamité l'accord qualifié de coup économique et retourné l'arme contre ceux qui l'avaient forgé pour maintenir le continent sous tutelle. Alors qu'est-ce qui se joue vraiment derrière ce bras de fer ? L'annonce est tombée comme la foudre sans aucun avertissement. À Ouagadougou, face aux caméras, Traoré a lancé sans détour le Burkina Faso ne livrera pas son or au FMI, peu importe les promesses enjolivées d'un effacement de dette. Une seule phrase a suffi pour balayer des mois de manigance discrète, menée par Washington lobbyistes hauts fonctionnaires du fonds ex-présidents américains et bailleurs liés à Trump. Ce n'était pas un simple refus administratif, c'était une gifle directe à un système vieux de plusieurs décennies. Pendant des années, ces accords soi-disant sauvetage avaient été rédigés en coulisses, transformant chaque clause en chaînes invisibles. Mais cette fois-ci, les petites lignes ont été exposées en plein jour et Traoré les a fracassées avant même que l'encre ne sèche. Le FMI présentait son offre comme une planche de salut, stabiliser l'économie, attirer les investisseurs, débloquer du crédit international. En réalité, les puissances occidentales espéraient une poignée de main docile. À la place, elles ont reçu un poing fermé. Plutôt que de se soumettre, Traoré a retourné l'accusation. Selon lui, ce n'était pas un simple accord, mais un véritable coup d'État économique. Pas de tanks, pas de soldats, seulement des papiers signés qui auraient englouti la bouée de sauvetage du Burkina Faso, près de 300 millions de dollars d'or national. À Washington, la colère a éclaté immédiatement. Des voix anonymes du FMI ont fait fuiter leur exaspération dans la presse, clamant que Traoré mettait en péril la stabilité de son propre pays. À Paris, les commentateurs se sont empressés de prédire l'isolement de tout chef africain assez audacieux pour défier la mécanique bien huilée du système. Mais à Ouagadougou, l'air vibrait d'une toute autre énergie. Les rues se sont remplies de chants de pancartes brandies. Pas notre or, l'Afrique n'est pas à vendre. Le peuple, sans attendre d'explication, a senti qu'un basculement historique venait de se produire. Et l'effet domino fut encore plus spectaculaire à Bamako. Les autorités maliennes ont salué la décision, la radio nationale, affirmant qu'une ligne claire venait d'être tracée. Au Niger, certains dirigeants ont commencé à évoquer l'idée de revoir leur propre contrat minier. En un éclair, la nouvelle a traversé le Sahel, diffusée par WhatsApp, amplifiée par les radios locales et reprise par les médias panafricains. Ce n'était plus seulement un refus, c'était l'ouverture d'un nouveau front, la première bataille d'une guerre inédite, celle de la souveraineté économique. Le geste avait une portée symbolique immense. Pendant des décennies, les richesses africaines se décidaient dans les salons feutrés de Washington, Paris ou Londres, pendant que les chefs d'État africains n'étaient que des signatures au bas de contrats rédigés ailleurs. Mais Traoré lui a brisé ce théâtre. Pas de négociations pour grappiller de meilleures conditions, pas de réformes. Au compte-gouttes, il a jeté tout le scénario à la corbeille
et lancer un message clair non seulement au FMI, mais à tous les dirigeants du continent qui observaient « Vous n'êtes pas obligés de signer ». Dans les capitales occidentales, la panique était palpable. Les experts des chaînes financières américaines ont tenté de balayer l'affaire d'un revers de main parlant de populisme irresponsable. Pourtant, même eux ont dû admettre le danger. Si un petit pays ose dire non, d'autres suivront. Et si la contagion se propage, c'est toute la mécanique de la dette échangée contre les ressources qui menace de s'écrouler. D'un coup, les 300 millions de dollars paraissaient insignifiants face aux milliards d'or d'uranium et de pétrole dont dépendent toujours les économies occidentales. Mais pour les Burkinabés, l'enjeu était beaucoup plus concret, la dignité. Les habitants savaient que leur or n'était pas une ligne abstraite dans un tableur du FMI, mais la colonne vertébrale de leurs écoles, de leurs hôpitaux, de leurs usines. Le céder aurait signifié perdre la main sur leur propre avenir. Alors quand Traoré a prononcé son nom, ce n'était pas seulement le refus d'un contrat. C'était une déclaration de principe. La richesse de l'Afrique appartient avant tout aux Africains. Alors qu'est-ce qui se cachait vraiment dans ce fameux paquet du FMI, assez toxique et suffocant, pour que Traoré tire le frein d'urgence avant le crash? Quand il l'a qualifié de coup économique, ce n'était pas une figure de style. Ce plan avait été taillé avec la précision chirurgicale que seule une longue histoire d'exploitation pouvait produire. Sur la couverture, tout paraissait banal. Un accord de réduction de dette habillé d'une monnaie numérique, soi-disant innovante, censée apporter au Burkina Faso stabilité et respectabilité sur les marchés internationaux. Mais derrière ce vernis se cachait une paire de menottes en or massif. Le cœur du piège. Une clause de collatéralisation. Le FMI exigeait que 300 millions de dollars en réserve d'or soient placés en garantie. La moindre difficulté de remboursement, qu'elle vienne d'un choc mondial sur les prix ou du chaos régional, donnait au FMI le droit, en toute légalité, de s'emparer de l'or. Et pas dans l'ombre, mais au grand jour transféré officiellement sous couvert du droit international. Résultat, aucun appel possible, aucun retour en arrière, aucune souveraineté nationale pour s'y opposer. C'était ni plus ni moins qu'une saisie programmée, une expropriation financière prête à se déclencher. Et ce n'était que la première couche du piège, soigneusement empaquetée. Et voilà la partie la plus sournoise. Au cœur du contrat se cachait un mécanisme baptisé le dollar phénix, une prétendue monnaie numérique censée moderniser les économies africaines. Le discours commercial était huilé à la perfection, un jeton basé sur la blockchain, garanti par l'or, présenté comme un rempart contre l'inflation et un aimant à investisseurs. Sauf que ce que personne ne disait clairement, c'est que ce fameux dollar phénix n'aurait jamais été sous contrôle africain. Les rênes auraient appartenu à des banques occidentales et à des think tanks déjà solidement ancrés dans le système. Autrement dit, les réserves d'or du Burkina Faso ne serviraient pas seulement de garantie, elles deviendraient la pierre angulaire d'une monnaie étrangère que le pays n'aurait aucun pouvoir de diriger. En clair, le Burkina Faso aurait été utilisé comme simple pilier pour soutenir une devise conçue ailleurs, tandis que ses propres citoyens auraient été tenus à l'écart des bénéfices. Et le piège allait encore plus loin. Chaque once d'or extraite à l'avenir risquait d'être automatiquement rattachée au dollar phénix, siphonnant la richesse nationale vers l'Occident et ne laissant au pays que des crédits symboliques en retour. Le génie, et en même temps la cruauté de cette machinerie, résidait dans son habillage. Pour un œil non averti, ça ressemblait à un projet de modernisation, une avancée vers l'innovation numérique. Pour des gouvernements africains étranglés par la dette, cela ressemblait à une planche de salut. Mais en réalité, c'était une corde, passée autour de leur cou.
À vrai dire, quiconque prenait le temps de décortiquer les petites lignes comprenait immédiatement ce plan n'avait rien à voir avec l'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale. Son but était d'enchaîner les nations africaines à la machine occidentale avec une sophistication que même les vieilles monnaies coloniales n'avaient jamais atteinte. Le dollar phénix, ce n'était pas un simple outil financier, c'était une arme géopolitique déguisée, clouant les ressources africaines à une monnaie numérique contrôlée depuis l'étranger. Résultat, Washington et ses partenaires auraient eu la mainmise totale sur le tempo du développement africain. Besoin de liquidité. Il faudrait patienter pour obtenir leur tampon. Envie d'ajuster les réserves impossibles sans leur aval. Même des décisions internes comme subventionner l'agriculture ou investir dans les infrastructures auraient pu être paralysées parce que l'or national était pris en otage. Autrement dit, la souveraineté, oui. Mais uniquement sur le papier. Traoré lui a flairé l'arnaque immédiatement. Pour un dirigeant qui venait tout juste de ramener les mines d'or sous contrôle de l'État, signer un tel contrat aurait réduit à néant tous ses efforts. C'eût été comme tendre les clés du coffre-fort après avoir changé les serrures. Voilà pourquoi il n'a pas tremblé avant de dénoncer ce marché pour ce qu'il était un coup d'État économique, maquillé en paperasse, un assaut mené avec des stylos plutôt qu'avec des fusils. Et il faut élargir le cadre, ce projet n'était pas conçu seulement pour piéger le Burkina Faso. Des fuites dans les cercles financiers ont révélé que le FMI rêvait de copier-coller le modèle dans tout le Sahel, ciblant d'abord les pays les plus asphyxiés par la dette. Le but n'était pas uniquement de sécuriser des remboursements, mais de mettre en place un système reproductible. Si le Burkina Faso avait signé le Mali, le Niger, et même des géants comme le Nigeria auraient pu être aspirés dans le même piège. Le dollar phénix se serait propagé comme une monnaie coloniale 2.0, une colonisation numérique camouflée, verrouillant l'Afrique dans un nouveau type de dépendance invisible. Alors, la vraie question est, là, pourquoi ce plan surgit-il précisément maintenant ? Pourquoi tant d'empressement du FMI à s'accrocher aux ressources aurifères africaines par des chaînes numériques ? La réponse se trouve dans le contexte. Le projet a émergé en plein cœur de l'incendie politique qui traverse le Sahel. Appelez cela indépendance économique, souveraineté retrouvée ou, pour ses détracteurs, nationalisme des ressources. Mais pour ceux qui le vivent, cela n'a qu'un nom, une libération. Pour la première fois depuis des générations, les dirigeants africains ne se contentent plus de répéter que la richesse du continent doit appartenir à ses peuples, ils la reprennent mine après mine. Exemple frappant, le Burkina Faso. En 2025, le pays a nationalisé 5 immenses exploitations aurifères, désormais sous la houlette de Soupamine, l'entreprise publique. Du jour au lendemain, les multinationales qui contrôlaient la production depuis des années ont reçu un message clair. Fin de partie. Vos profits ne sont plus les vôtres. Cet or, qui pèse pour 1/5 du PIB national, n'alimente plus les dividendes étrangers, mais les caisses de l'État. Dans un pays trop souvent présenté comme fragile, c'était un séisme politique et économique. Et pourtant, le Burkina Faso n'est pas seul sur cette voie. Au Mali, le gouvernement a déjà repris des concessions aux géants miniers internationaux. Au Niger, c'est l'uranium, celui qui fait tourner les centrales françaises, qui a toujours été au cœur des tensions. Pendant des décennies, Paris fixait les prix tandis que les villages autour des mines n'avaient pour seul héritage que la misère. Aujourd'hui, Niamey change la donne, plus de revenus, plus de contrôle local. À travers tout le Sahel, une logique commune se dessine. Les ressources jadis offertes à bas prix au reste du monde deviennent désormais l'arme centrale d'une reconquête économique. Aujourd'hui, un même refrain résonne de Bamako à Niamey. L'Afrique en a fini d'être la carrière du monde, mais cette fois la musique est différente. Ce n'est plus une série d'élans nationalistes,
isolée. Comme par le passé, c'est une doctrine concertée, une ligne commune, qui s'enracine sous des régimes militaires, voyant clair sans souveraineté économique. Il n'y a pas de survie politique. À Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, les dirigeants ne s'alignent plus seulement sur la sécurité, ils synchronisent aussi leur politique économique. Les ressources ne sont plus considérées comme de simples jetons de négociation dans les salons internationaux, mais comme l'ossature même de la souveraineté. Et derrière eux, le peuple suit. Les villes qui jadis regardaient partir impuissantes des camions chargés d'or ou d'uranium, filant vers des ports étrangers, vibrent aujourd'hui d'un sentiment de revanche. Paysans, mineurs, commerçants, ceux qui n'avaient jamais rien goûté des richesses enfouies sous leurs pieds, croient désormais que la marée tourne enfin en leur faveur. Et c'est précisément cette vague populaire qui donne à des leaders comme Traoré l'audace de regarder le FMI droit dans les yeux et de lui dire non. Dans les chancelleries occidentales, le verdict est tombé. Ce nationalisme serait imprudent, irréaliste, condamné à chasser les investisseurs. Mais cette critique rate complètement la cible, car pour les dirigeants du Sahel, l'argent étranger sans indépendance n'a jamais été un cadeau, seulement un piège doré. Ils acceptent de sacrifier des capitaux rapides pour gagner un contrôle durable, convaincus que les richesses du continent peuvent et doivent être gérées par des Africains pour les Africains. C'est une rupture frontale avec l'ordre ancien, et c'est précisément ce qui affole le FMI et ses alliés. Ils savent que si le nationalisme des ressources prend racine l'arme qui leur a servi pendant des décennies, l'accès bradé à l'uranium et au pétrole africain, grâce à des contrats de dette, commence à se dissoudre. Et voilà le cauchemar occidental si le Burkina Faso garde son or, si le Niger impose ses propres prix à l'uranium, si le Mali sécurise ses revenus aurifères. Alors, c'est tout l'édifice du vieux système financier qui se fissure pierre par pierre. Pour comprendre pourquoi le FMI s'acharne à garder la main, il faut élargir le champ de vision. Ce n'est pas l'histoire d'un simple contrat ou d'un pays isolé, c'est une mécanique qui dure depuis des décennies, un modèle où la dette allégée et les réformes imposées sont devenues des armes destinées à maintenir l'Afrique en position de dépendance. La vraie question aujourd'hui résonne dans tout le continent. Comment le FMI a-t-il réussi à enchaîner l'Afrique aussi longtemps? Et surtout, que se passe-t-il maintenant que ces chaînes commencent à se briser? Petite parenthèse, pensez à liker et à partager cette vidéo. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres contenus sur l'histoire, la culture et l'identité noire. Revenons à notre sujet. Depuis un demi-siècle, le manuel du FMI n'a pratiquement pas changé, accorder des prêts aux nations en crise, puis y accrocher des conditions si sévères que le remboursement devient une mission impossible. En façade, ça ressemble à de l'aide. En réalité, c'est une arme silencieuse. La première arme brandie par le FMI, c'est l'austérité. Les pays africains qui ont accepté ces prêts ont aussitôt été forcés de tailler dans leur budget public moins d'argent pour les écoles, les hôpitaux, les aides alimentaires et même pour les salaires de base. Présenté avec un jargon technique presque responsable. Cette politique revenait en réalité à dépouiller les fondements mêmes de la vie quotidienne. Des générations entières ont grandi dans des classes bondées, avec des dispensaires vides de moyens et des pans entiers de la société laissés à l'abandon. La deuxième arme, c'était la privatisation. Sous l'œil attentif du FMI, des biens nationaux, de l'eau potable jusqu'aux compagnies aériennes, ont été bradés à des multinationales. Officiellement, il s'agissait d'apporter plus d'efficacité. En pratique, cela n'a apporté qu'une nouvelle dépendance.